Le riwanisme est un mouvement, plutôt une mouvance musicale qui allie en intra-fusion l'artistique et le politique. C'est l'emblème d'une époque spéciale qu'a connue le Maroc après l'indépendance. Je m'inscris dans la période des années 70 jusqu'aux années 80. C'est une époque effervescente. Le mouvement qui porte avec lui-même les scènes, voire même les gènes de la contestation, de la protestation, mais aussi les valeurs de l'éthique, les valeurs de la justice sociale et aussi les valeurs de la lutte contre l'autoritarisme. Donc pour débattre d'azimut ces questions, nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous le professeur Sader. Le professeur Sader est un universitaire, aussi comparagiste, traductologue et artiste plasticien. Il a à son actif plusieurs œuvres et articles scientifiques. Je cite Marrakech Regard d'hier et impression d'aujourd'hui. Côté essai traduit-critique, et aussi du point de vue de la création, il cite sa fameuse trilogie Fatalité, Absurdité et banalité. Et banalité. Sans bien sûr oublier son dernier ouvrage phare intitulé Le riwanisme, Nasr Riwan, 40 ans de la chanson protestataire. Nasr Riwan, 40 ans de la chanson protestataire, qui est l'objet de cette rencontre. Donc, M. Sader, je vous cède la parole pour nous parler tout d'abord de ce mouvement et aussi pour nous donner la genèse de la rédaction de cette ouvrage. Que ma voix porte, mais qu'est-ce qu'elle porte? Est-ce qu'elle porte une mélodie? Est-ce qu'elle porte une protestation? Est-ce qu'elle porte ce qu'elle porte? Mais elle me porte moi, fatalement. Alors, je te remercie, c'est Anas Moter, je remercie infiniment Lisa de m'accueillir dans ce bel endroit. Je remercie les habitants, artistes, fondamentalement de la ville d'Essaouira, laquelle fonde une certaine manière d'apprécier les choses, parce que cette ville n'a pas uniquement une histoire actuelle, mais elle a une histoire d'hier et d'avant-hier. Lorsque je viens à Essaouira, je pense à Jimi Hendrix, je pense à Odos, je pense à l'un des chanteurs des Beatles qui passait par là avant d'aller à Sidi Qassem. Je me suis toujours posé la question pourquoi la ville d'Essaouira a eu cet attrait, ce charme, cet espace, non pas uniquement de création, mais également de protestation et de contestation. Ville portuaire, ville qui enchante et chante, et fondamentalement un espace qui attire, pour X raisons.
Alors je me suis dit, oui, je ne vous cacherai pas, Louisa et Anas, que depuis 2006, on m'a souvent invité à Essaouira pour présenter Nasr Iwan et pour parler de mes ouvrages sur Nasr Iwan. Parce que le premier livre que j'ai réalisé sur Nasr Iwan date de 2006. Le deuxième, 2011. Celui-là, 2014. Et j'ai un tout petit peu refusé. Je me demandais pourquoi. Parce qu'à chaque fois, on m'invitait un petit peu de manière, si je puis dire, institutionnelle, même si je suis là dans une institution. Et m'inscrivant dans une protestation, non pas factuelle, mais réelle, de toutes les institutions, j'attendais tout simplement que l'un, je dirais, que mon collègue, à ma droite, anciennement étudiant à moi, chercheur, porteur, soit le catalyseur de ce projet-là. Et je crois que la dynamique qui a animé l'envie de ces Anas et qui a trouvé une réponse non seulement favorable, mais affectueusement, tendrement, scientifiquement et institutionnellement, au travers de la personne de Louisa, je ne pouvais que dire oui. Et enfin, voilà. Voilà, il faut, à mon avis, s'inscrire dans effectivement, lorsqu'on écrit sur un groupe comme Nasr Iwan, on ne peut pas écrire sur lui tout simplement d'une manière embourgeoisante ou surtout en français. Alors il faut que ça s'inscrive quand même dans une dialectique. Cette dialectique, elle est protestataire, mais elle est protestataire constructive. Dans le sens où Nasr Iwan n'ont jamais été contestataires destructifs. Ils n'ont jamais appelé à une révolte, ils n'ont jamais appelé à quoi que ce soit. Ils ont tout simplement fait en sorte, attention, vous avez, vous les Marocains, un patrimoine chansonnier, poétique, existentiel, théâtral, dramaturgique. Alors s'il vous plaît, prenez-le en considération, mettez-le en évidence, inscrivez-le dans quelque chose de beaucoup plus intéressant qui est celle de l'universalité. Si par exemple les Nasr Iwan, les membres de Nasr Iwan ne sont pas passés par le théâtre de Taïb Siddiqui, si le théâtre de Taïb Siddiqui n'avait pas existé, est-ce que Nasr Iwan aurait existé? Est-ce que Jilala aurait existé? Est-ce que... Non. Mais est-ce que le théâtre de Taïb Siddiqui aurait existé s'il n'y avait pas l'halqa de Jamal Fna? L'halqa à Tanger, l'halqa à Essaouira, l'halqa à Tarentante, c'est-à-dire le spectacle de rue, le factum qui fait que je sors de chez moi, je vais dans cette place publique, parfois la place publique est au pied de la mosquée, comme les places publiques furent au pied des églises. Et on dit, on harangue, on propose, on interroge, on propose quelque chose qui fasse que. Il se trouve que sur ces places publiques, il n'y avait pas de différence entre hommes et femmes, entre je dis, tu ne dis pas, entre ceci et cela. Il y avait tout simplement cette possibilité de dire. Alors, Taïb Siddiqui a offert cette possibilité de porter sur les planches du théâtre de Mohamed V à Rabat la potentialité de la halqa, le théâtre de rue. Il l'a institutionnalisé. Parmi ces acteurs, il y avait quelques jeunes. Omar Sid, Larbi Batma, Boujmir, Ya'la Allal, Tahiri, Moulay Tahir l'Isbahani, d'autres personnes, d'autres groupes comme l'Mshahab. Et alors ces gens-là qui intervenaient dans ces pièces qui étaient beaucoup plus, non pas des pièces de théâtre, mais ce qu'on pourrait appeler un petit peu des mini-opéras. Parce que Taïb Siddiqui, à ses débuts, il faisait sur théâtre Mohamed V des opéras. Al-Harraz n'était pas une pièce de théâtre, c'était un mini-opéra. Sidi Abdelrahman al-Majdoub, c'était un mini-opéra, à la fois du chant, du jeu, de la dramaturgie, de la comédie et du chant. Et c'est là où le fondateur
de Nasriwan, Boujmia, avec l'Arabi Batma et Omar Sid, ont su gérer leur voix, ont su exister en tant que personnage et non plus en tant que personne. Ils ont fait en sorte à ce que, voilà, nous ne chantons pas, nous personnifions, nous mettons en scène. Et un jour, Tebsteki leur dit, mais vous, ces jeunes, vous n'appartenez à aucun parti politique. Vous êtes là comme des troubadours, avec vos cheveux frisés, cripés, machin, et vos habits un petit peu à la hippie. Et est-ce que vous êtes véritablement des acteurs? Uniquement? Est-ce que vous ne seriez pas autre chose? Vous feriez mieux d'aller chanter ce que vous pensez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Lors d'une tournée, où Taïb Sadeghi les a amenés en France, ils se sont dit, mais pourquoi on ne ferait pas un groupe? Pourquoi? Parce que c'était la mouvance 68 arde. Est-ce que Nasl Riwan ou le riwanisme pourrait faire fi de ce qui se passait à Paris, le mouvement 68? Est-ce qu'il pouvait faire fi de Woodstock? Est-ce qu'il pouvait faire fi de la réaction absolue contre la guerre du Vietnam, contre ceci, contre cela? Il y a eu tout un mouvement, sans en avoir conscience, Nasl Riwan se sont inscrits dans une contestation planétaire. Ils ont construit un universalisme, ils se sont inscrits dans un humanisme dont ils n'étaient même pas conscients. Est-ce qu'il n'y aurait pas du John Baez dans le riwanisme? Est-ce qu'il n'y aurait pas du Floyd? Est-ce qu'il n'y aurait pas du Stone, du Beatles? Est-ce qu'il n'y aurait pas du Who là-dedans? Est-ce qu'il n'y aurait pas du Peter Gabriel? Est-ce qu'il n'y aurait pas du Genesis là-dedans? Attention! On a qualifié Nasl Riwan tout simplement de petit groupe de troubadours marocains qui ne sert à rien, juste à être de soupape un petit peu marocaine en disant, bon voilà, nous pensons, nous disons la contestation et puis voilà, ça sert de soupape. Non. Ils sont à l'instar de ce que chantaient les Who en cassant les guitares sur leurs haut-parleurs. Ils étaient à l'instar de ce que chantaient les Beatles, les Stones, les Floyd, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Pourrais-je penser le Riwan sans penser à Bob Marley, à Jimmy Cliff, à Peter Tosh? Je ne le peux pas. Et on a considéré Nasl Riwan comme tout simplement un petit groupe marocain, voilà. On l'envoie du Maroc pour aller chanter à la Mutualité, ou quelque part en Belgique, ou en Hollande, pour les immigrés marocains. Calmez-vous. La protestation n'était pas uniquement dans leurs propos. Ils allaient tout simplement pour calmer. Alors, le Omar, Allal, Batma, ces jeunes qui se sont construits sur la scène de Mohamed V, du théâtre Mohamed V avec Taïb Sadeghi. Ils avaient leur patrimoine avec eux. Parce que ce qui a fait que Nasl Riwan existe, à l'instar de ces jeunes de Liverpool, ils venaient d'où les Beatles? C'est bien de là-bas. Qu'est-ce qui se passait à Liverpool? Les Floyd, entre un Roger Waters et un Gilmour, architectes fondamentalement, l'école d'architecture. Riwan, aucun n'a fait une école supérieure. Et pourtant, lorsque j'écoute Narjakana ou Lennadi Anna, est-ce que je n'ai pas Animals, The Dark Side of the Moon? Elle est dans Narjakana. Il suffit tout simplement de voir. Alors, ce qui a fait la richesse et la particularité du Riwan, contrairement à d'autres groupes comme Gigi Lala, comme Lemcher, comme Izanzan, comme Ousmane, c'est que ces 5 personnes ou 6 personnes fondatrices de ce groupe-là, Omar Sid, d'origine berbère, amazigh. Paco, qui a rejoint le groupe, mais avant lui, il y avait Moulay Abdelaziz Tahiri, d'origine Maakchi.
connaisseur et fin connaisseur du melhoun, l'une des musiques et des poésies fondamentales de la culture, je n'ose plus dire de la culture marocaine, permettez-moi de, entre parenthèses, d'exhiber un petit peu une notion que je défends, que j'ai créée, universitaire oblige, ou université oblige, c'est de l'afro-marocanisme, c'est-à-dire que personnellement, je me considère comme afro-marocain. Je ne suis pas marocain. Je suis afro-marocain. Ma continentalité me fonde. Ce n'est pas ma territorialité et ma localité qui me fondent. C'est ma continentalité. Parce que j'ai en face de moi un Européen. Est-ce qu'un Européen fonctionne en termes de nationalité? Il fonctionne en termes de continentalité. Un Asiatique, la même chose. Monsieur Trump, est-ce qu'il me parle de la bannière étoilée? Il me parle fondamentalement de l'Amérique. Et parfois, il ne dit pas les États-Unis d'Amérique. Il dit l'Amérique. Continent. Pourquoi je ne fonctionnerai pas en tant que continentalité? Alors, Omar Sid, Amazir, génétiquement. Moulay Abdelaziz Tahiri, Marrakchi, génétiquement. Melhoun. Paco, qui est venu après Moulay Abdelaziz Tahiri, Gnawi, par énormément de passages. Ya'la le musicien, le fin musicien et mélodiste, si vous me permettez cette expression, est d'origine de Taloudant. Un mélange. Il faut savoir que Taloudant est l'un des fiefs du Melhoun, attention, et également de la musique guinaoui. Voilà. Batma, le chantre du Riwan, le poète du Riwan. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, de la région de Stat, l'Aïta, la paysannerie, les plaines, le cri de la terre. Et le Riwan s'est construit un petit peu, fondamentalement, sur ces diverses composantes de l'ethnicité marocaine, qui fondamentalement, non pas marocaine, ou arabe, ou amazir, ou musulmane, ou ceci ou cela, elle est fondamentalement un composite de quelque chose qui fait l'unicité et la particularité du Maroc. Et on en a fait très peu. On en a pris très peu conscience de dire attention. Si le Riwan a réussi, il a réussi parce qu'il existait dans cette diversité fondamentale, mais qui est arrivé à l'âme du riwanisme. Et c'est pour ça que personnellement je parle du riwanisme. Et le riwanisme s'inscrit dans cette afro-marocanité négroïde, amazirite, arabite, tout ce que vous voulez, pour arriver à construire une marocanité non seulement qui se particularise, mais qui fonde le partage. La preuve, nous l'avons. Nous sommes un pays de passage. Alors, le Riwan émerge. Mais il émerge au bon moment. On ne pouvait pas faire fi de ce qui se passait en Europe, de ce qui se passait aux États-Unis, et même en Afrique avec les guerres de libération, et ce qui se passait au Moyen et au Proche-Orient. Il était à l'écoute. Mais comment vivre, comment construire un certain humanisme riwanien? Parce que Nasl Riwan et le riwanisme, c'est un humanisme. Que chante le Riwan? Il dénonce l'inégalité, il dénonce l'injustice, il met à l'index tel ou tel, le gouvernant, il dénonce la corruption, il dénonce, il proteste. Jamais le Riwan n'a proposé une alternative
contestataire, violente. Jamais. Pour la simple et unique raison qu'il n'est pas partisan. On a voulu l'affaiblir de dire, de toute façon, peut-être que c'est de l'extrême gauche, c'est de l'anarchisme, Non. Jamais aucun chanteur ne s'est déclaré de dire « je suis de tel ou tel ou tel ou tel bord ». Je suis tout simplement la voix. Mais la voix de qui? Même pas la voix du peuple. Même pas. Est-ce que nous pouvons dire que le Riwan, à l'instar d'autres groupes marocains comme Gilal al-Mchab, ont été la voix du peuple? Non. Non. Ils étaient tout simplement la voix de l'humain, la voix de l'homme. Lorsqu'ils dénoncent l'injustice, lorsqu'ils disent par exemple dans une chanson point n'a suffi le corps blessé. Vous appelez même le cœur à partager entre vous. C'est de l'humanisme absolu. Ils ne défendent pas tel ou tel. Ils ne dénoncent pas tel ou tel. L'injustice, elle ne peut pas être l'injustice qu'ils dénoncent. Ne peut pas être injustice au Maroc spécifique, en Algérie spécifique, en Tunisie spécifique, en France spécifique. Non, l'injustice est pareil partout. Donc ils dénoncent. Et lorsque personnellement je me suis rendu compte de cet humanisme sous-jacent, clair, net, je me suis dit, mais excusez-moi, est-ce que c'est un chant purement et simplement marocain? Non. Est-ce qu'il est afro-marocain? Non. Est-ce qu'il est Non, il est universel. Bien sûr. Lorsque j'écoute un Léo Ferré, lorsque j'écoute un Brassens, un Brel, un Higelin, même un Noir Désir, un Bertrand Cantat, malgré ses affres et ses dérapages amoureux, mais l'amour mène même parfois au cimetière, pourquoi pas? Je me suis dit, tiens, il va falloir quand même que Nesl Riwan soit goûté autrement. Alors je me suis fait le pari, et c'est une gageure d'universitaire, d'amoureux de Nesl Riwan, d'amoureux de la langue française, attention, d'amoureux de moi. Parce que, et je me suis dit, eh bien je vais peut-être tenter d'universaliser un tout petit peu ce chant qui me fonde, et qui me renvoie, et qui m'envoie, et qui me fait partager mon existence avec l'autre et faire partager l'existence de l'autre avec moi. Pourquoi le français ne serait-il pas l'auberge du lointain, cet hôtel de la gare du Nord, l'Arbe de Batma? Parce que, c'est vrai, dans les années 80, et je les ai côtoyés depuis 84, nous avons dormi dans des hôtels à Barbès, gare du Nord, lors de leur tournée, et je me suis dit, mais pourquoi l'hôtel à la gare du Nord accueille le corps existant des membres de Nesl Riwan et la langue française ne pourrait pas accueillir le propos riwanien? Alors je me suis lancé dans cette aventure horrible, celle de la traduction de leurs chansons. Et je vous jure que ma traduction n'est pas objective. Elle n'a pas à l'être. Elle est subjective. Et toute traduction est subjective. Elle doit l'être subjective. Et quiconque n'est pas content de ma traduction, il pas qu'il traduise. Qu'il fasse mieux. C'est pas qu'il fasse mieux, mais qu'il dise tout simplement autrement ce que j'ai dit, moi, dans une autre langue. Alors, je me suis aventuré en 2006 à sortir un bouquin à compte d'auteur sur Nesl Riwan, en proposant la traduction de leurs textes, de leurs chansons. Mais je me suis dit, qu'est-ce que j'ai traduit? Est-ce que j'ai traduit les textes ou j'ai traduit les chansons? Traduire les textes poétiques est une chose, parce que j'ai travaillé sur les manuscrits. Mais je dois traduire les chansons, parce que celle ou celui qui va les lire en français, est-ce qu'il va goûter
la rythmicité, la mélodie du Riwan. Alors il va falloir que j'aille plus loin. Comment pourrais-je, dans ma traduction, qui dépasse la verbalité du texte, d'inscrire la mélodie riwanienne? Alors, j'ai expérimenté un autre processus, c'est-à-dire de traduire tout en écoutant, tout en me mettant dans cette dialectique rythmique, et essayer d'inscrire dans le texte français la rythmicité riwanienne, Gnawi, Melhounienne et autres. Ça m'a amené à sortir un livre en 2011, toujours sur Nesla Riwan. Et puis après, je me suis dit, c'est pas suffisant pour inscrire le Riwan dans son universalité. Non, le français n'est plus suffisant. Je suis tout à fait d'accord, et je crois qu'ici, dans l'assistance, il y a des hôtes français, comme il y a des hôtes anglais, allemands, autres. Le français n'est plus suffisant pour propulser le riwanisme dans son universalité. Il va falloir recourir à l'espagnol et à l'anglais. Et voilà que le riwan se trouve traduit en anglais, traduit en espagnol. C'est-à-dire, ah oui, voilà. Et en 2014, j'ai sorti ce livre-là, avec une présentation du Riwan, du riwanisme, de toute l'histoire, mais principalement la traduction de leurs meilleurs titres en français, en anglais et en espagnol. Alors sachez que la Bibliothèque du Congrès américain a ce bouquin-là, la Bibliothèque nationale du Maroc a ce bouquin-là, la Bibliothèque française, la Bibliothèque nationale de France a ce bouquin-là, mais malheureusement les bibliothèques des universités marocaines n'ont pas ce bouquin-là parce que l'université boude ces universitaires qui travaillent sur ce qu'on appelle la protestation. Mais je ne protesterai jamais, et point de moi critique viendrait à la manière de Racine de dire « Quoi que je fasse, je crois en ce que je fais ». Voilà ce que j'avais à dire. Merci infiniment. Je suis en quête, je suis venue du loin, abandonnant ma patrie, tant aimée. Cœur ulcéré, pleurs et tristesse pour unique note. Cœur meurtri, larmes excellent pour l'autre. Vent et nuages partout. La grisaille assombrit mon existence. Mes proches m'ont délaissé, seul, personne sûre qui comptait. Oh, regarde témoin. Oh, cœurs éclairés. Oh, esprits éveillés. Oh, montagnes dressées. Oh, vent violent. هذا جيل جديد ما في عد ولا سيد روحي قالت حالفة ما تقطع الموايفة الحياة قلت الخير خير رب الحياة قلت الخير